Bonjour et bienvenue sur la chaîne Alzheimer jour après jour. Nous avons vu dans les précédentes vidéos comment s'informer quand le diagnostic de maladie d'Alzheimer ou de maladie apparentée est annoncé et posé, comment réagir au quotidien, comment s'organiser, organiser sa vie, qui est une nouvelle vie en quelque sorte au quotidien. Et aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous le problème important de la gestion des émotions. Quand on est confronté dans la vie quotidienne à un parent, un conjoint, un enfant parfois, mais plus rarement, dont les facultés intellectuelles diminuent, qui n'arrive plus à faire ce qu'il faisait avant, on se trouve souvent investi de responsabilités qui n'étaient pas les nôtres. C'est le cas souvent dans un couple, où quand l'un des conjoints qui devient malade assurait par exemple toute la paperasse, eh bien il faut suppléer à cela, et dans beaucoup de domaines on se retrouve confronté à de nouvelles responsabilités. Cette maladie occasionne donc des transformations vraiment très très importantes dans le quotidien. Transformations dans votre vie, mais aussi transformations peut-être encore plus importantes dans la relation qu'on a avec la personne malade. À la fois c'est la personne qu'on a connue à certains moments et à d'autres moments on a parfois l'impression de se trouver en face de quelqu'un qu'on ne reconnaît plus, quelqu'un qui était extrêmement calme et qui tout d'un coup va se mettre en colère. Quelqu'un qui était très dynamique et qui tout d'un coup devient très apathique, on a l'impression de se retrouver parfois devant un étranger. Et donc cette transformation de la relation avec l'autre occasionne forcément, obligatoirement, des émotions. Alors bien sûr, toutes les émotions ne sont pas désagréables, ne sont pas négatives. On peut avoir beaucoup de bons moments, beaucoup de moments de plaisir, beaucoup de moments de joie et de rire. Mais ce qui dérange le plus, bien sûr, ce sont les émotions qu'on pourrait qualifier de négatives, à savoir la colère quelquefois, la tension. C'est normal quand on est en face de cette personne malade, c'est difficile au quotidien, c'est déroutant au quotidien. On a le droit par moments d'être tendu, d'avoir l'impression qu'on va exploser. On a le droit aussi quelquefois d'être en colère. On en veut quelquefois à la personne malade parce qu'elle a peut-être fait une bêtise, on en veut quelquefois à la terre entière. Pourquoi est-ce que c'est à moi que ça arrive? Par moments aussi on va se réfugier dans la tristesse. Et cette tristesse peut être très profonde. Et aussi une autre émotion très importante et très invalidante, c'est la culpabilité. On a été amené, avant le diagnostic, à quelquefois bousculer un peu cette personne. On avait l'impression qu'elle faisait exprès de traîner un peu les pieds pour faire certaines choses, qu'elle faisait ça un peu quelquefois pour nous embêter. On a quelquefois été un petit peu dur avec elle, et c'est souvent les patients me disaient « Oh, j'ai été dur avec lui, je ne savais pas qu'il était malade, j'avais parfois l'impression qu'il faisait exprès ». Et on se culpabilise d'avoir eu cette attitude. Alors tant que le diagnostic n'était pas posé, vous ne saviez pas que la personne était malade, vous faisiez ce qui vous semblait le mieux, dans votre intérêt bien sûr, mais aussi dans le sien. Alors il faut essayer de gommer la culpabilité. Maintenant vous savez, bien sûr votre attitude va changer, mais il ne sert à rien de ruminer cette culpabilité. On ne peut pas changer ce qui s'est passé. En général ça n'a d'ailleurs pas été si dramatique que ça, donc il faut s'enlever vraiment ça de la tête. Si on n'y arrive pas, il faut se faire aider. C'est quelquefois, il suffit quelquefois de parler de ça à un ami, à son médecin peut-être, si le médecin peut prendre le temps de vous écouter, si vous avez une bonne relation avec lui. Et si vraiment c'est très difficile, si vraiment vous êtes dans cette rumination de la culpabilité, eh bien faites-vous aider par un psychologue. Quelquefois, une seule séance de psychologie peut suffire à dédramatiser et à balayer cette notion de culpabilité qui vraiment quelquefois empoisonne la vie au quotidien et ne fait pas avancer les choses. Donc ça c'était pour la notion de culpabilité, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors concrètement comment faire? Eh bien la première chose à faire concernant cette maladie, c'est de ne pas avoir honte de la maladie, de ne pas avoir honte du malade, et donc il faut le dire. J'ai vu quelquefois des familles qui se repliaient sur eux-mêmes, des couples qui n'osaient plus sortir, qui n'osaient plus inviter des gens, qui avaient peur des réactions du malade, qu'est-ce que le malade va dire, qu'est-ce qu'il va faire, ou qu'est-ce qu'il ne va pas dire. Et donc, il y avait un isolement qui se produisait, et c'est très très délétère, parce que plus vous allez vous isoler, moins la personne pourra faire des choses, moins elle verra du monde, moins elle sera stimulée. Donc il faut vraiment balayer la honte, et il faut vraiment annoncer le diagnostic, annoncer bien sûr dans la famille. Tous les membres de la famille, enfants, petits-enfants, même des enfants très jeunes sont capables de comprendre. Et puis aussi l'annoncer aux amis, l'annoncer aux voisins, leur expliquer ce qu'on vous a dit de la maladie, comment ça se passe, quelles sont les difficultés, quelles sont aussi les façons d'y remédier.
et éventuellement aussi avertir les commerçants. Si vous avez encore un malade qui est capable d'aller faire certaines courses, c'est important que le commerçant sache que la personne peut peut-être un jour avoir des difficultés, et ça lui permettra de l'aider plus facilement. Donc pas de honte, annoncer la maladie, prévenir les voisins, ça peut avoir d'énormes avantages. Si un jour la personne sort de chez elle, se perd, et bien si le voisinage est au courant, si les commerçants sont au courant, et bien peut-être que simplement ils pourront le ramener à la maison. La deuxième chose aussi, concernant la tristesse, il faut essayer de ne pas cultiver en quelque sorte la tristesse ou de ne pas s'y abandonner. Parce que si vous êtes triste, votre malade sera triste. La personne que vous accompagnez sera triste. Quand on vit avec quelqu'un de triste, on est rarement joyeux, ça rend rarement joyeux. Donc il y aura un ricochet de votre tristesse sur lui, sur elle. Pensez à tous les bons moments qui sont encore possibles. Jusqu'au bout, on peut avoir des bons moments de contact et de communication avec la personne désorientée. J'avais un ami, il y a très longtemps de ça, qui me disait « On a plein de petits bonheurs qui nous sautent à la figure », c'est l'expression qu'il utilisait, au quotidien, mais quand on est préoccupé par quelque chose qui nous prend vraiment la tête, eh bien on oublie de voir toutes ces bonnes choses. Alors qu'est-ce que c'est que tous ces petits bonheurs de la journée? Ça peut être le sourire de quelqu'un que vous croisez dans la rue et qui descend du trottoir pour vous laisser la place. Ça peut être le sourire de la caissière au supermarché, les 2 ou 3 mots que vous allez échanger. Le merci que va vous dire quelqu'un parce qu'en voiture vous l'avez laissé passer à pied. Ça peut être le chat qui fait quelque chose de drôle. Ça peut être le sourire d'un enfant. Ça peut être une belle fleur qu'on vous a offerte ou une belle fleur que vous découvrez dans votre jardin en ouvrant les volets. Ça peut être simplement un ciel étoilé. Ça peut être plein de bonnes choses. Encore une fois, comme me dit cet ami, qui nous saute à la figure mais qu'on ne voit pas. On passe à côté de tout ça. Or, recevoir toutes ces petites choses peut aider dans la journée à vivre plus facilement peut-être les moments qui seront un petit peu plus difficiles. Donc pensez à voir toutes les bonnes choses et quand la personne est en forme, quand elle vous sourit, quand elle vous fait un câlin, eh bien profitez-en, profitez-en. Vraiment, profitez de ce moment-là, à plein. Et puis, si vous avez un petit peu des doutes sur les bons moments qu'on peut vivre avec une personne atteinte de maladie d'Alzheimer, eh bien allez un jour dans un café mémoire. Il y a à Vannes un café mémoire où on voit des gens, ils sont souvent une vingtaine, une trentaine, des malades, leurs accompagnants. Ces gens-là sont dans la joie, ces gens-là chantent, rient, dansent, et il y a vraiment des moments de bonheur, c'est vraiment une parenthèse de bonheur. Alors n'hésitez pas non plus à vous joindre à ces groupes de malades, parce que ça peut vraiment être des temps de détente très importants. Et puis, en particulier pour les conjoints, important aussi de savoir de vous dire que vous n'êtes pas le seul à pouvoir aider la personne. Très souvent, en particulier quand c'est une femme, les dames qui accompagnaient leur mari atteint de maladie Alzheimer me disaient « mais je suis vraiment, il n'y a que moi qui sais faire, il n'y a que moi qui le connais bien, la toilette faite par quelqu'un d'autre, c'est pas possible, il n'acceptera jamais, et puis de toute façon, moi je connais ses habitudes. » Eh bien, enlevez-vous ça de la tête, vous n'êtes pas toujours la meilleure personne pour vous occuper de la personne malade dans certains domaines, et vous allez être quelquefois surprise, mais parfois, même assez souvent, les personnes malades font des choses avec quelqu'un de l'extérieur qui refuse de faire avec vous. Donc, laisser des intervenants aider la personne malade peut être très bénéfique. Pour vous, ça vous permet de souffler, mais pour la personne malade, ça lui permet aussi d'être stimulé et quelquefois d'accepter des choses, encore une fois, qui n'accepteront pas de vous. Et puis bien sûr, les émotions, elles surviennent quand? Elles surviennent quand on n'arrive pas à communiquer avec la personne. Peut-être que la personne n'arrive plus à parler, peut-être qu'elle ne comprend pas toujours ce qu'on veut lui dire, peut-être qu'elle n'utilise pas les bons mots, qu'elle utilise un mot pour un autre et ça rend difficile la communication. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Eh bien, il y a effectivement des moyens de mieux communiquer avec un patient atteint de troubles cognitifs. La première chose importante à savoir, c'est qu'il faut prendre le temps. Se hâter lentement. Essayez de vous souvenir de ce slogan, se hâter lentement. Quand on a une maladie d'Alzheimer ou une atteinte de son cerveau, le cerveau fonctionne plus lentement. L'information, elle arrive, il faut qu'elle monte au cerveau, il faut qu'elle soit traitée par un cerveau qui est déficient, et que l'action qui en résulte ou la réponse arrive. Ça demande du temps, quelquefois beaucoup de temps. 10, 15, quelquefois 30 secondes. Ça semble très long. Mais s'il y a une première question, vous n'attendez pas suffisamment de temps la réponse, et si vous posez une deuxième question,
eh bien c'est comme en informatique, ça va bugger. Et vous n'aurez la réponse ni à la première, ni à la deuxième question. Donc prenez le temps, quand vous demandez à la personne, soit une question pour avoir une réponse, soit de faire quelque chose, de lui laisser vraiment le temps. Deuxième élément important, ne pas argumenter. Apporter la preuve par A plus B qu'on a déjà dit quelque chose ne sert à rien. La personne a oublié d'une part, et d'autre part, le cerveau d'un patient Alzheimer ne fonctionne plus selon la logique qui est la nôtre, et fonctionne plutôt par association. Nous aussi, bien sûr, on a un cerveau qui fonctionne par association, mais chez la personne désorientée, on n'a plus ce fonctionnement logique, donc l'argumentation, à part la mettre en colère, ne va pas résoudre le problème. Donc, abandonnez l'idée d'argumenter, abandonnez aussi l'idée de ramener systématiquement la personne à la réalité. Il y a quelques années, on disait il faut mettre des calendriers partout, il faut sans arrêt rappeler à la personne on est tel jour, telle date, telle heure, etc. Bien sûr c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Et à certains moments, vous allez pouvoir constater que les patients sont pleinement avec vous, ils sont là aujourd'hui, ils savent très bien que c'est l'hiver, etc., et qu'il est midi, qu'on va se mettre à table, et puis peut-être qu'une demi-heure après, eh bien, la personne aura fait une énorme marche arrière, elle se retrouvera, cas typique d'une personne qui a 90 ans et qui vous dit « il faut que je rentre, il faut que je m'en aille, il faut que je parte, il faut absolument que j'aille chercher mes enfants à l'école ». Bien sûr, les enfants, ils ont 70 ou 80 ans, ils n'en vont plus à l'école et ça ne sert à rien de lui dire que les enfants ont 70 ans, sinon faire mal. Et là, je vais vous citer un exemple. On avait dans le service une dame qui était très très gentille, très calme, mais qui tous les soirs embêtait le personnel, si je puis dire, allait solliciter le personnel en disant il faut que je parte parce qu'il faut absolument que je sois chez moi, mon mari va rentrer du travail, il faut que je sois chez moi. Et un jour, une aide-soignante qui était fatiguée de l'entendre réclamer son mari a fini par lui dire mais vous savez, votre mari, il est mort depuis 20 ans. Et à ce moment-là, la dame, elle a regardé l'aide-soignante, elle s'est mise à pleurer et elle lui a dit mais vous vous rendez compte de ce que vous me dites là? Ça veut dire que je perds la tête. Et là, on se dit on n'a pas eu la bonne réponse, la bonne façon de répondre. Alors, la bonne façon de répondre, eh bien, c'est de rejoindre la personne dans son souci, dans sa préoccupation, et de la faire parler de ce qui la préoccupe. L'exemple de ma patiente, quelques jours après, j'étais dans le service, on m'avait raconté l'histoire, et elle vient effectivement vers moi pour me dire il faut que je parte, elle avait fait son sac, il faut que je parte, mon mari va m'attendre à la maison. Et à ce moment-là, je lui dis ah bon, votre mari vous attend? Il travaille, il rentre tous les soirs à la maison. Oui, qu'est-ce qu'il fait comme travail? C'était un monsieur, je me souviens, qui était représentant en chaussures d'enfants. Des personnes qui n'avaient pas eu d'enfants d'ailleurs. Et cette dame me répond, oui, mais il est représentant de commerce, il rentre tous les soirs à la maison. Ah bon, il ne va pas très loin alors? Non, non, c'est un représentant de commerce relativement local, il peut rentrer à la maison tous les soirs. Et puis on parle de ce que faisait le mari, de ce qu'il vendait. Et au bout de 2 ou 3 questions-réponses, elle me dit, bah oui, et maintenant je sais bien que tout ça c'est du passé. Je sais bien qu'il est mort et que tous ces bons moments-là, je ne les revivrai pas. Et elle est repartie tranquillement dans sa chambre. Alors bien sûr, je n'ai pas résolu son problème, bien sûr, elle est revenue vraisemblablement un quart d'heure, une demi-heure après, chercher à partir pour rejoindre son mari, mais au moins cet élément de réponse lui avait permis de l'apaiser, de la rejoindre où elle était dans sa préoccupation, et lui avait permis, curieusement, de revenir à la réalité. Donc je reviendrai dans une autre vidéo sur les meilleures façons de communiquer un peu plus en détail, mais retenez ces 3 choses-là. Allez doucement, ne pas être pressé, savoir attendre la réponse vraiment longtemps, quelquefois 30 secondes, ça semble très long. Ne pas argumenter et ne pas ramener systématiquement à la réalité. Et puis le dernier élément dont je voudrais vous parler aujourd'hui, eh bien, c'est d'utiliser la routine. Vous savez que quand on a une maladie d'Alzheimer, tout ce qui est nouveau devient difficile. On a du mal à s'adapter aux situations nouvelles, aux choses nouvelles, aux nouveaux appareils. Et donc instaurer une routine dans la journée, dans le quotidien, que les journées se passent à peu près toutes de la même manière, tout au moins pour les périodes essentielles, le lever, la toilette, le petit déjeuner, que les activités soient peut-être assez régulières, si on a décidé de faire une sieste, et qu'elles soient à peu près toujours à la même heure. C'est important pour la personne malade qui va s'installer dans ce rythme, c'est important pour vous aussi qui allez pouvoir, à travers ces plages de disponibilité, avoir des plages de disponibilité. Par exemple, si la personne fait la sieste tous les après-midi, il suffira peut-être de faire venir quelqu'un pour lui tenir compagnie et vous allez pouvoir à ce moment-là aller faire vos courses tranquillement. Donc la routine, elle a un double avantage pour le malade qui va peut-être s'installer plus facilement dans cette routine et puis aussi pour vous qui allez pouvoir avoir un espace de liberté en lien avec cet horaire un petit peu régulier.
Voilà l'essentiel de ce que je voulais vous dire concernant les émotions. Encore une fois, si vous avez des émotions telles que la colère, la tristesse, la peur, la panique, vous faites partie des gens normaux. On a tous des émotions. Simplement, il y a quelquefois des petits moyens qui permettent de mieux gérer ces émotions-là. Et dans une vidéo ultérieure, je vous dirai comment justement trouver le moyen de prendre du temps pour vous. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une prochaine vidéo.